L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur Radio Sensation en partenariat avec TV78, épisode 196. Notre invité ce soir est Carl Olive. L'hebdo politique. Carl Olive, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Vous êtes le maire d'Yverdroit de Poissy et vice-président du conseil départemental des Yvelines. Après le temps de l'horreur, vendredi 23 avril à Rambouillet avec l'assassinat d'une fonctionnaire de police est venu cette semaine le temps des hommages national, notamment ce vendredi matin à Rambouillet, présidé par Jean Castex. Stéphanie Montfermé a été décorée à ce titre de la Légion d'honneur à titre posthume. Jeudi se sont tenues les obsèques de la victime dans un cadre plus privé. Cette fois-ci, Carl Olive, très vite après l'attaque est venu le temps des critiques et des questions dans le débat public et médiatique. Comment et pourquoi cet homme qui est rentré illégalement sur le territoire a pu être régularisé? L'enquête se poursuit, on ne va pas vous interroger là-dessus. Mais vous, à titre personnel, dès vendredi 23 avril, vous vous êtes positionné sur une forme d'union nationale. Visiblement, vous n'avez pas été entendu, c'est plutôt l'inverse. Comment vous jugez justement tout ce qui se passe depuis une semaine à ce propos, et puis chacun qui semble tirer la couverture de son côté? Bon, d'abord, on est toujours dans un état de sidération par rapport à cet acte innommable à l'endroit d'une fonctionnaire de police qui était tout simplement exceptionnelle, mais comme le sont nos forces de police. Oui, il me semble que dans de pareilles situations, il faudrait que nous soyons sur une concorde nationale sans exclusive et mesurée, et qu'on ait conscience qu'au quotidien, tout ce monde-là sauve nos vies aux dépens des leurs. Et on l'a encore vu la semaine dernière. Rappelons que dans notre Constitution, l'article 3 fait de la sécurité nos premières des libertés, et on l'oublie. Et c'est vrai que moi, je ne peux pas me satisfaire que bien souvent, on vienne stigmatiser la police nationale, la police municipale, les gendarmes, les militaires, alors que à 99,9%, ces gens-là sont des professionnels engagés et qui veillent, encore une fois, sur nos vies au quotidien. Qu'est-ce que vous pensez des critiques qui disent que la France est trop laxiste d'un point de vue migratoire, même dans le camp de la droite? LR, votre camp initial, même si aujourd'hui vous n'êtes plus engagé chez LR, mais c'est quand même votre famille politique de base. On a entendu des voix, celle de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, faire le lien entre immigration et terrorisme. Qu'est-ce que vous pensez de cela, vous ? Il faut que nous soyons très humbles dans la lecture que nous devons avoir, et que chacun puisse balayer devant sa porte. J'aurais aimé typiquement que la gauche puisse affirmer son soutien plein et entier. J'aurais aimé tout simplement entendre les Verts, qui sont plus à regarder comment on va préparer les vélos des policiers municipaux à la place de leur voiture. J'aurais aimé que les LR puissent aussi faire amende honorable. Il y a 10 000 policiers qui ont été supprimés au moment où LR était aux affaires. J'aurais aimé aussi que l'extrême droite ne se saisisse pas, moins de 10 minutes après l'attentat, de cette cause nationale pour en faire une basse opération politicienne. Aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne ce sujet plus que jamais à bras-le-corps. Il y a un problème selon vous tout de même ? Nous soyons sans état d'âme pour celles et ceux, alors ils ne sont pas forcément très nombreux, qui sont souvent des islamistes radicaux, qui viennent bousiller le pays et qui n'ont d'autre dessein, EINS, que de venir faire trembler la République. La République doit rester debout et il ne faut pas trembler. Est-ce que la République est trop laxiste? Parce que c'est un peu le sujet qu'on entend. On sait aussi que l'extrême droite, même si c'est une affaire politicienne pour elle, d'après vous, c'est aussi elle qui se fait entendre sur ce sujet-là plus que les autres. Est-ce qu'elle a raison de poser ce diagnostic d'un laxisme avec des populations qui ne devraient pas être sur le territoire normalement? Je dis encore une fois que lorsqu'on pose le diagnostic, évidemment que quand quelqu'un qui n'est pas dans les radars en arrive, comme ce Tunisien radicalisé, à de tels actes,
on peut se poser la question sur qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il aurait dû être régularisé ? Est-ce que lorsqu'il est arrivé il y a 10 ans en France de manière illégale, il n'aurait pas fallu le prendre un tout petit peu plus encore une fois, dans le curseur de ces radars ? Force est de constater qu'il y a quelque chose qui n'a pas abouti. Oui. Là, je me satisfais qu'il y ait une loi sur les terroristes. Qui a été présentée mercredi en Conseil des ministres. Mercredi qui doit dernier. renforcer la surveillance numérique notamment. Oui, mais c'est un début. Encore une fois, je pense qu'il faut que nous soyons très humbles et que est-ce qu'il faut aussi nous ne tremblions pas, voilà, que nous ne tremblions pas. Et ça, c'est important, Nicolas, parce que on a affaire dans nos collectivités. Regardez ce qui s'est passé ces dernières années. Conflans, à l'endroit d'un enseignant, le savoir des Lumières, Magnanville, déjà des les Yvelines policiers, sont très touchés par ces événements. Rambouillet, on a 3 collectivités, Conflans, Magnanville, Rambouillet, qui sont des collectivités très paisibles. Et donc, c'est exceptionnel. Justement, en lien avec ça, Carl Olive, est-ce qu'il faut dire aussi à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, aux Français en général, écoutez, même si on peut faire tout notre possible, on ne pourra jamais éviter le risque zéro. On ne pourra jamais réussir à arriver au risque zéro. 0%, zéro attaque. Il y aura toujours forcément un déséquilibré. Il faut faire avec, un peu comme on dit aux gens, vivez avec le virus. Il faut aussi vivre avec ce risque-là. Est-ce qu'il faut tenir ce discours de vérité ? La preuve, le commissariat de Rambouillet avait été rénové avec des SAS spécifiquement mis en place pour lutter contre, mais ça, on le dit pas assez aussi, le terrorisme. Qu'on tende vers les zéro crimes, évidemment, et c'est l'objectif vers lequel on doit tendre. Que nous soyons plus fermes effectivement sur les contrôles de migration, oui, mais moi je ne suis pas pour stigmatiser En revanche, celles et ceux, encore une fois, les islamistes radicaux qui ne viennent que pour abîmer la France, fragiliser la République et donc vraiment affaiblir les Français, aucun état d'âme par rapport à cela, vraiment une main ferme. Carl Olive, cette triste actualité s'est entrechoquée avec d'autres, bien que différentes. On y décèle quand même un lien. À commencer par cette tribune des généraux qui est parue juste avant cette attaque horrible. C'était le 21 avril sur le site de Valeurs Actuelles. Des centaines de militaires. Ils dénoncent notamment un délitement de la France. Ils s'inquiètent de l'évolution prise par le pays. Je les cite, parlent d'une France en péril et disent que si rien n'est fait, une explosion, une intervention de leurs camarades n'est pas à exclure. Que dites-vous sur le fond d'abord est-ce que vous partagez ce point de vue d'un délitement progressif du pays ? Vous êtes souvent positionné sur l'inquiétude que vous portez à votre ville avec les années où il y a eu des risques. Est-ce que vous partagez ce diagnostic sur l'ensemble du territoire aussi ? Ce que je constate, c'est qu'il y a une espèce de déliquescence de l'autorité dans le pays, et je dirais toute autorité. Alors on va vite passer sur l'autorité familiale, on le voit sur les mineurs, un certain nombre de mineurs dans les quartiers populaires, parfois les parents ne démissionnent pas, mais ils sont dépassés, premièrement. Une autorité qui est défaillante parfois aussi dans le système scolaire, on voit combien de fois on a vu des mineurs dans les classes se permettre de gifler ou avoir même des pistolets sur eux. À notre époque, pardonnez-moi, je ne suis pas l'ancien combattant, mais dans les années 80, ça n'existait pas, ça. Enfin, une autorité, effectivement, et une défiance à l'endroit de la police et de la judiciarisation de notre pays. Il me semble qu'il faut absolument resacraliser l'autorité de l'État. Quand on touche un policier, on touche à la République. Quand on touche un élu, on touche à la République. Ça ne doit pas se faire. Quand on touche un enseignant, c'est toucher aussi à la République, et ça, c'est juste pas possible. Donc finalement, ils n'ont pas si tort, ces militaires, parce qu'on a beaucoup caricaturé ce qu'ils avaient dit. Il y a aussi beaucoup de gens qui trouvent ça très choquant. Il faut déconnecter la réflexion de fond que l'on peut partager et la fonction que ces militaires incarnent. Or, il faut les sanctionner. Vous pensez à cela, quand les militaires s'affirment en tant qu'anciens militaires ou généraux et que le principe de leur engagement est justement un droit de réserve, là il y a un sujet évidemment qui me dérange. J'aurais aimé que, puisque ces personnes-là, et sur certains points on peut les rejoindre, ont des idées pour faire avancer ou plutôt reculer les aspects d'insécurité en France, on puisse les retrouver autour d'une table pour phosphorer avec d'autres acteurs. Voilà. Et puis évidemment, on en reparlait tout à l'heure, Nicolas, qu'est-ce qui s'est passé ? Très rapidement, le Front National a saisi le sujet pour ramener à eux les généraux. Pour revenir au fond qui est beaucoup plus intéressant,
intéressant. Et vous parliez du coup d'une perte d'autorité. Qui est responsable là-dedans? Est-ce que ce sont les adultes d'aujourd'hui qui n'ont plus la force pour tenir tête aux plus jeunes, ou est-ce que c'est la société en elle-même, en fait, cette société aussi très mondialisée, qui est violente? Et donc les jeunes le sont aussi aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un lien avec ça, et que ce n'est pas tant un problème plus français que allemand, qu'américain, que chinois ou japonais? Commençons par balayer devant notre porte. On est tous responsables. Et donc, d'une certaine manière, je suis aussi responsable. Et je fais en sorte de prendre avec mes compétences ce que je peux mettre en place dans ma collectivité. Je crois profondément à la réciprocité entre les droits et les devoirs. Je pense que ça se passe aussi de ce point de vue-là au départ. On ne peut pas accepter qu'un gamin à 12 ans, en pleine nuit, soit en train de casser un abribus alors qu'il devrait être avec sa famille. Donc, il y a l'éducation des parents au départ. On ne peut pas aujourd'hui, moi j'ai du mal à accepter qu'à l'époque où lorsqu'on rentrait dans une classe, les élèves se levaient, que c'est plus le cas aujourd'hui, qu'on arrive à en insulter les profs. On a une autorité aussi qui est à la portée de l'éducation nationale et dont elle peut se saisir. Je ne peux pas non plus, pardonnez-moi, mais me satisfaire de voir qu'aujourd'hui les rendez-vous, les liens sociaux aient disparu pour inculquer simplement des valeurs de bonjour, au revoir, merci, des valeurs de discipline et de respect des règles. Si on pouvait remettre un service national digne de ce nom, en évoluant, pas celui qu'on a connu et que j'ai pu connaître, moi je suis de la 91-10 comme on dit, donc octobre 91 pardon. Voilà, c'est quand même des choses où on était sur un creuset où la mixité sociale, où l'apprentissage des règles et des valeurs, on sortait de là, on avait grandi intellectuellement et psychologiquement, et il y avait du black, du blanc, du beurre, du grand, du gros, du petit. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas aussi un problème d'ordre social avec des familles, des jeunes qui se sentent un peu délaissés par la République dans des quartiers où on sait que les commerces ferment, il y a moins de services publics, et qui expriment peut-être très, très malheureusement leur mal-être par la violence, par le manque de respect? Est-ce que toujours plus d'autorité, c'est ça qui va régler le problème? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question sociale qui est très importante dans le pays? Vous avez raison, Nicolas, tout est une question d'équilibre. Pas plus d'autorité que d'aide, que d'aide en tout genre. Encore une fois, oui, il ne faut pas trop, je dirais, de discipline in fine. C'est quand même pas le cas aujourd'hui, mais de la même manière, quand aujourd'hui il y a encore un intérêt à rester chez soi plutôt que d'aller travailler, le curseur n'y est pas non plus, et ça crée à la fois de l'injustice et, je dirais, pardonnez-moi l'expression, de l'injustesse sociale. Est-ce que vous êtes inquiet, pour terminer sur ce sujet, en lien aussi avec la Covid et le déconfinement du pays, est-ce que vous êtes inquiet des tensions sociales dans les quartiers où on sait aussi que ce sont des familles les plus pauvres avec la Covid, qui ont été impactées par la crise économique, et une tension sociale qui pourrait remonter et qui s'exprime contre les policiers très souvent? Elle est déjà montée. C'est le cas à Poissy, Elle est déjà montée depuis un an, et on n'est pas un microclimat dans ce domaine-là. Et on voit bien, pas seulement dans les quartiers populaires, on voit bien que les Français sont fatigués. L'expression populaire me fait dire rôti et farci, et qu'il y a beaucoup plus d'impatience, il y a beaucoup plus parfois de haine entre les uns et les autres, et pas seulement dans les quartiers populaires. Et ça, évidemment, on peut le comprendre. Une fois qu'on a dit ça, il faut bien qu'on fasse en sorte qu'on puisse s'en sortir le mieux possible et retrouver, entre guillemets, une vie normale. Donc évidemment, on peut tout entendre, et nous autres, qui sommes les chefs de chantier, comme j'aime à dire, les fantassins de la République, les maires de terrain, nous sommes des aiguillons, des facilitateurs, et on l'a montré encore au cours des derniers mois, pour être un petit peu inventif. Alors inventif, c'est quoi ? Typiquement, c'est par exemple proposer des aides aux familles sans condition de ressources pour aller faire du sport, pour aller faire de la culture. C'est inciter à consommer local, là où aujourd'hui notre économie est exsangue, en donnant des bons d'achat pour faire gagner des voitures. On consomme local, c'est le cercle vertueux de l'économie locale. Vous savez, il n'y a pas de petites ou de grandes idées. Il y a simplement une prise de conscience que si on veut s'en sortir, ça ne sera pas contre l'État, ça ne sera pas à côté de l'État, ça sera ensemble. Et l'expression faire nation, pour moi, prend vraiment toute sa valeur par rapport à cela. Vous savez, moi, le matin, je ne me lève pas en me disant je vais faire une politique de gauche ou de droite. Je me lève le matin en me disant est-ce que les décisions que nous allons prendre vont faciliter le quotidien de nos administrés ? C'est ça ma boussole, et rien d'autre. Vous parliez de la vie d'avant, aussi peut-être du retour
des jours heureux. 4 étapes ont été annoncées, c'est l'autre grande actualité nationale pour le déconfinement. La première, c'est lundi demain avec fin des restrictions de déplacement en journée en attestation, puis accélération à partir du 19 mai, réouverture des commerces, terrasses, lieux culturels et enceintes sportives, couvre-feu repousse à 21h, 9 juin c'est 23h, et puis fin du couvre-feu, notamment le 30 juin. Ce calendrier sera soumis aux chiffres de l'épidémie avec un taux d'incidence qui doit être en dessous de 400 cas pour 100 000 habitants. Comment vous réagissez à ces annonces, Carl Olive? On sait aussi que vous avez l'oreille du président de la République très souvent qui vient vous visiter, et aussi de vos administrés. Que vous disent-ils depuis qu'ils ont découvert ce nouveau calendrier? D'abord, on voit un peu de lumière au fond du tunnel, et ça fait 1 an que malheureusement on vit entre guillemets dans la pénombre. La deuxième chose, c'est que je trouve que c'est cohérent. Et c'est cohérent pour 2 raisons. La première, c'est que enfin, le président est venu à la rencontre des principaux intéressés. Il est venu à Poissy il y a un peu plus d'1 mois. Je l'avais appelé un dimanche. Je lui ai proposé de le rencontrer avec 15 maires de toute la France pour justement pouvoir lui faire remonter sans filtre, je dirais, les sujets et la réalité du terrain, qu'il passe dans le sérum de vérité. Il m'avait dit banco, et 2 jours plus tard, coup de téléphone de l'Élysée pour dire Monsieur le Président sera avec vous le mercredi. C'est ce qui s'est passé. Ce moment-là était un moment de bascule, c'est pas moi qui le dis, c'est le Président de la République himself, en disant le sujet que j'ai pu avoir à l'hôpital de Poissy et avec les maires lors de la visioconférence, des maires d'Île-de-France, mais également le maire de la Clusaz, le maire de Roche-la-Molière dans la Loire, le maire de Toulon et Loitelet dans l'Est et le maire de Plumeur en Bretagne, a été un moment de bascule. Et moi, je trouve que c'est cohérent. Il est important. C'est le calendrier des territoires, en résumé. C'est un peu vous qui avez dicté ce calendrier à Emmanuel Macron et à l'exécutif. Moi, je lui ai simplement dit ce que je répète souvent, et mes administrés le connaissent, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un sujet qui n'est pas validé par les principaux acteurs que sont les habitants. De la même manière, les maires sont les principaux prescripteurs. Les maires connaissent mieux que quiconque, de gauche comme de droite, leurs administrés, le terrain. Et donc, j'ai suggéré au président, je ne suis pas le seul, mais je suis heureux de voir que en 1 mois et demi, il a eu plus de visio quasiment qu'en 4 ans. Et ça va continuer. Et tant mieux, parce que ça permet aussi à ces gens-là de montrer qu'ils sont capables de renvoyer du terrain vers le sommet des informations sans filtre, alors que jusqu'à présent, la sensation que nous avions, c'était 2 choses. La première, être mis devant le fait accompli. Et deuxièmement, qu'on nous impose effectivement les choses, ou qu'on vienne nous voir simplement quand la course est terminée. Alors le taux d'incidence dans les Yvelines au 26 avril est de 367 cas pour 100 000 habitants sur 7 jours glissants, donc juste en dessous de la limite annoncée par Emmanuel Macron, pour éventuellement revenir sur ces mesures de déconfinement. Est-ce que vous pensez que certains disent déjà, et vous savez que c'est le jeu aussi de critiquer tout ce qui est dit et fait, que c'est trop risqué, que les chiffres ne sont pas assez bas pour déjà s'engager à un tel déconfinement? Est-ce que si jamais on se rend compte qu'il y a un redémarrage de l'épidémie parce que la vaccination n'avance pas assez vite, que le variant indien se propage sur le pays, qu'on pourra reconfiner, qu'on pourra dire localement dans les Yvelines, non, vous ne pouvez plus aller au cinéma? Est-ce que c'est possible aujourd'hui de faire cela, tant les espérances et les promesses sont aujourd'hui très importantes aussi, et l'attente très forte? Est-ce que c'est pas un risque là, politique? On ne peut pas tout attendre de l'État. L'État, il n'a pas la boussole du virus. C'est l'inverse. C'est bien le virus qui guide l'actualité, et encore une fois, certainement pas le président de la République ou les présidents des grands partis politiques. La porte d'entrée, c'est la porte d'entrée sanitaire. Donc la boussole, où elle est? Elle est au port des hôpitaux. Elle est là, la boussole, elle est au port des hôpitaux. Et les chiffres que vous venez de donner, Nicolas, et vous avez complètement raison. On est à près de 6 000 personnes en réanimation aujourd'hui, plus qu'au début du confinement. Plus qu'au début, et avec des populations, des personnels hospitaliers auxquels je veux rendre vraiment hommage, qui sont effectivement sous tension. Ce qu'on note, c'est un tassement dans l'augmentation. Donc on peut s'engager sur un calendrier? Alors, je ne dis pas qu'on peut s'engager sur un calendrier, je dis que ça va plutôt dans le bon sens. Mais maintenant, il faut que chaque Français prenne conscience de 2 choses. Le respect des gestes barrières. Le masque doit être porté. On doit respecter les distances physiques. Et deuxièmement, se faire vacciner. Se faire vacciner. Il n'y a pas 50 000 solutions. C'est se faire vacciner pour 2 choses. Même avec de l'AstraZeneca ? Pour 2 choses. La première chose, c'est qu'on va se rapprocher de plus en plus sur ce qu'on appelle l'immunité collective. Et deuxièmement, c'est un moyen de ne pas contaminer, évidemment, son prochain. Oui, j'ai été vacciné en tant que président du conseil de surveillance de l'hôpital de Poissy avec de l'AstraZeneca. Il y a 1 mois et demi maintenant. Ça s'est très bien passé. Il y a 3000 agents à l'hôpital hospitalier intercommunal de Poissy et Saint-Germain, 80%
a été vacciné par AstraZeneca, il n'y a pas eu de difficulté. Donc celles et ceux qui nous écoutent, je les invite à se faire vacciner. Et pour répondre à ces problématiques parfois de planning avec de la vaccination qui n'est pas faite parce que des gens annulent les rendez-vous, est-ce qu'il faut élargir massivement aux plus de 18 ans, aux plus de 30 ans la vaccination très vite pour justement se rapprocher de l'immunité collective dont vous parliez? Deux choses sur le sujet. D'abord, je ne suis pas un frondeur. Il y a des maires qui prennent des initiatives visiblement. Je considère que nous sommes dans un état de droit et que c'est important de le rappeler. Certains de mes collègues, a priori, tentent de le faire. Si demain, quelqu'un de votre âge, de 35 ans ou de 40 ans, venait à se faire vacciner et au sortir de la vaccination, malheureusement, attraper une embolie pulmonaire, j'en serais le responsable et celles et ceux qui tiennent la seringue en seraient responsables également. Donc il faut qu'on soit très, très vigilant par rapport à cela. En revanche, peser de tout son poids pour ce que vous venez de dire, Nicolas, élargir la vaccination aux moins de 55 ans, ça c'est autre chose. Et il faut que nous pesions de tout notre poids par rapport à ça. Ça veut dire appeler le président de la République pour lui dire que ça serait bien de faire cela? Faire la démonstration au président qu'aujourd'hui, il y a une possibilité, avec des doses qui parfois sont pas suffisamment utilisées, de pouvoir proposer au monde enseignant, aux ATSEM, au personnel scolaire, aux policiers, tous les enseignants n'ont pas 55 ans et plus, hein, il y a même très peu qui aujourd'hui ont plus de 55 ans. Ils aimeraient se faire vacciner. Il faut que nous élargissions évidemment à moins de 55 ans et on est capable de le faire chez Morissette à Poissy. Je voudrais parler des élections très rapidement, il nous reste 5 minutes. Juste une dernière question, le pass sanitaire, pas de débat. Ceux qui disent que c'est une nouvelle atteinte aux libertés, pour vous ça il faut évacuer. Excusez-moi, mais on est l'espèce humaine qui est les derniers à pas avoir de pass sanitaire. Quand vous faites voyager des animaux, il faut bien un pass sanitaire. Quand vous faites voyager des plantes, il faut aussi un pass sanitaire. Il n'y a pas de raison que l'homme n'en ait pas. Très bien, parlons des élections départementales et régionales qui arrivent en juin prochain. Vous serez sur la liste Ensemble pour les Yvelines, c'est le nom de la majorité locale départementale. Rassemblement pour les Yvelines. Rassemblement pour les Yvelines, excusez-moi. Vous avez aujourd'hui tous les cantons, hein, on peut le résumer ainsi, centre et droite compris. Clairement, si vous ne faites pas le grand chelem le 27 juin prochain, ça sera un échec pour votre majorité? Sûrement pas. Sûrement pas. Attendez, on est des compétiteurs, il faut avoir le respect de l'adversaire, quel qu'il soit. Mais quand on a 21 sur 21, quand on fait 20 sur 21, éventuellement, ça veut dire qu'on a moins bien fait, c'est logique. Mais que c'est une déception ou pas? Nicolas, je suis absolument pas d'accord avec vous. C'est une compétition, une élection, et c'est justement parce qu'il faut respecter tous les adversaires qu'on est sérieux sur le sujet. Simplement dire que le département reste le partenaire de proximité privilégié de tous les administrés. Moi, je me présente sur vous serez candidat, oui. Poissy, Achères et Carrières-sous-Poissy avec Suzanne Jaunet qui est adjointe à Achères. À Poissy, il n'y a pas de Paris Saint-Germain sans le département, il n'y a pas de tramway sans le Paris Saint-Germain. À Carrières-sous-Poissy, il n'y a pas de tronc commun en site propre s'il n'y a pas le département. Et à Achères, il n'y a pas de collège s'il n'y a pas le département. 3 exemples sur l'investissement et je dirais vraiment le partenaire privilégié qui est le département. Et les élections départementales sont le 3e tour de l'élection municipale. Et il y a des critiques, notamment sur la personne de Pierre Bédier. J'imagine que vous lisez ça, notamment dans la presse, de ses opposants. Je voudrais qu'on écoute aussi Yves Vandeval, qui est conseiller départemental aujourd'hui, qui est opposant, enfin critique de l'action de Pierre Bédier et qui fait partie de votre majorité, qui ne se représente pas. Je voudrais que vous l'écoutiez. On l'a reçu ici il y a 2 semaines. Ce qui me dérange clairement, c'est la façon de conduire la politique du département. C'est un mode de fonctionnement, je dirais, monarchique, qui ne me convient absolument pas et qui me paraît d'ailleurs d'une autre époque. Ce qui veut dire qu'en gros, Pierre Bédier décide de tout? C'est exact. C'est exact. De façon discrétionnaire. C'est le bon plaisir du roi, on disait jadis. Vous devez entendre ces critiques, notamment des opposants de Pierre Bédier localement à Mantes-la-Jolie. Comment vous réagissez à cela? Pas bien par rapport à ce que dit Yves Vandeval, qui est un partenaire que je respecte beaucoup et qui connaît bien. Le plus ancien conseiller départemental aujourd'hui. Qui connaît bien la politique, il en connaît tous ses codes. Yves s'était engagé à un moment donné à quitter le conseil départemental lorsque l'un des siens prendrait le relais. Il l'a pas fait. Moi, j'ai pris le relais de Yves Vandeval sur un plan haut débit pour l'ensemble des administrés. J'ai modestement réussi dans une autre voie que celle que préconisait Yves Vandeval en faisant des millions d'économies. Donc tout le monde est critiquable en gros, c'est ce que vous voulez dire. Ah bah sinon vous faites pas de politique. Je pense très honnêtement, quand on a vécu ce qu'a pu vivre Yves, qui est vraiment un collègue que je respecte, comme d'autres collègues, et qu'on voit comment aujourd'hui se porte le conseil départemental, moi je préfère regarder la lune que quand d'autres montrent le doigt.
Aujourd'hui, Carl Olive, même si vous n'êtes pas engagé politiquement dans un parti, est-ce que vous êtes plutôt proche de LR ou de La République En Marche ? Moi, je suis plutôt proche de La France qui gagne. C'est des... Non, communication. Non, c'est absolument pas de la communication, sinon je serais LR ou je serais En Marche. Moi, je considère qu'aujourd'hui, avec Génération Peu Terrain, importe, en gros, ce que vous voulez dire, c'est que... on est au-delà des partis politiques et du dogmatisme. Pardon de dire que quand, dans nos quartiers, on dédouble les classes entre CP et CE1, et c'est une idée du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, c'est une très belle idée, et je le dis, et j'applaudis dès demain. Mais quand, de l'autre, je vois qu'à Poissy, on a une perte cumulée de 28 millions d'euros en 6 ans en dotation globale de fonctionnement, alors que je fais 25% d'économie, ce qui me permet de ne pas augmenter les impôts et que cette enveloppe continue de baisser, je dis que M. Macron devrait être encore plus proche des maires, parce que ça, c'est une erreur qui peut ne pas pardonner. Dernière question, Carl Olive, sur un sujet que vous affectionnez beaucoup, le Paris Saint-Germain. Son centre d'entraînement va arriver à Poissy d'ici quelques mois, quelques années, je ne connais pas la date précisément, mais bon, c'est pour bientôt. Est-ce que le PSG a des chances de se qualifier mardi au match retour face à Manchester City, puisqu'ils ont perdu le match aller? Alors aujourd'hui, l'avis du supporter. Alors aujourd'hui dimanche, je dis toujours que le Paris Saint-Germain à Poissy, c'est 1000 emplois pendant la durée des travaux, c'est 250 millions d'euros, c'est tout simplement exceptionnel. Et je dis le passionné qui est là, que encore une fois, un peu comme pour les élections, tant que l'arbitre n'a pas donné le coup de sifflet final, la partie est loin d'être jouée. Il peut y avoir des surprises. Mon petit doigt me dit que la coupe aux grandes oreilles n'est pas loin pour le Paris Saint-Germain. Eh bien, on verra bien. Merci beaucoup, Carl Olive, d'avoir participé à cette hebdo politique sur Radio Sensation en partenariat avec TV78. Je rappelle que vous êtes le maire de Poissy, vice-président du conseil départemental des Yvelines. Merci encore. L'hebdo politique, c'est fini pour ce dimanche. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur les sites internet, applications et réseaux sociaux de Radio Sensation et TV78. Bonne soirée à tous et à dimanche prochain pour un nouvel hebdo politique. L'hebdo politique.